Bonjour à chacun, merci de nous avoir rejoints donc pour cette table ronde spéciale immobilier. Donc je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce complément d'infos parce que je pense que certains voilà, qui sont présents nous suivent habituellement peut-être sur nos journées portes ouvertes. Donc il nous est apparu voilà, justement important de pouvoir vous donner des compléments d'information puisque au cours des journées portes ouvertes, on aborde surtout le contenu de formation, son déroulé, les modalités d'inscription, etc. L'idée, c'était d'aller un petit peu au-delà de ça et de vous faire mieux connaître le secteur de l'immobilier. Donc, ont été conviés nos actuels étudiants ISK qui peuvent avoir, je l'espère, voilà, des questions concernant leur future recherche d'emploi, par exemple. Des personnes, bien sûr, qui viennent à nous pour avoir des renseignements sur la formation et également certains de nos formateurs donc, qui ont été invités aussi à se joindre à nous. Donc, je vais donner dans un premier temps, si vous voulez bien, le petit concept donc, de nos échanges pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc, j'invite donc tous nos invités à poser leurs questions donc, par le chat. Je suis accompagnée donc aujourd'hui effectivement voilà, de personnalités de l'immobilier, d'experts que je vous présenterai, enfin qui se présenteront tout à l'heure. Mais pour ma part, je suis accompagnée donc de ma collaboratrice Anaïs qui, elle, nous lira les questions que vous pourrez poser par le chat. Donc, n'hésitez pas à intervenir, voilà, que voilà, ça puisse enrichir l'échange et surtout qu'à l'issue de voilà, de cette visio, vous puissiez avoir tous les renseignements dont vous aviez besoin sur l'univers de l'immobilier. Donc, je vous inviterai à couper vos micros lorsque vous n'échangez pas hein, les différents intervenants et pour nos invités à couper leur micro et à poser leurs questions sur le chat que traitera donc Anaïs. Donc, comme je le disais, vous êtes très nombreux donc, à venir à nous pour des questions donc, sur l'immobilier. Donc aujourd'hui, je me suis donc entourée donc de professionnels de l'immobilier expérimentés dans leur domaine, avec Sophie Ben Saïd que certains reconnaîtront, Hélène Dupage que certains reconnaîtront aussi, puisque pendant les périodes de confinement, nous avions organisé donc des cours découvertes. Peut-être avez-vous déjà assisté à l'un de ces cours-là. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez les revoir par exemple en visio sur nos différentes chaînes et et Facebook également. Et je suis également donc entourée d'Éric Guillou, donc qui enseigne également chez nous. Chacun se présentera tout à l'heure. L'idée, en tout cas, voilà, c'était de faire un petit peu le clair sur ce monde voilà, de l'immobilier qui est donc très ancré dans la vie économique et qui fait intervenir, c'est vrai, de nombreux acteurs parce que lorsque l'on parle d'immobilier, on va automatiquement parler de construction, de négociation, de location, de gestion de patrimoine, d'investissement. Donc voilà, au-delà de vous renseigner sur les simples formations, on a souhaité donc décrypter les métiers, décrypter le secteur et vous donner un petit peu les évolutions possibles voilà, de la part d'experts. Je vais laisser donc les intervenants donc, se présenter à vous. Parler un petit peu de votre parcours, voilà, puisqu'il est important que chacun d'entre vous puisse voir qu'effectivement, il y a de la formation en BTS et on verra que la formation a une place prépondérante en immobilier et ça de plus en plus avec des spécialités de plus en plus marquées, mais qu'en revanche, voilà, il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément issues de ce secteur de formation. Donc, je vais laisser donc Sophie Ben Saïd se présenter dans un premier temps. Sophie, je te donne la parole. Je vais couper donc mon micro. Bonjour, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée déjà. Je suis flattée. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec vous. Alors moi, pour me présenter, j'ai 52 ans. Je suis toulousaine d'adoption depuis 11 ans maintenant, mais parisienne à la base. Vous voyez, il y a des choses voilà, qu'on ne quitte jamais. Et donc aujourd'hui, je suis la directrice des deux agences immobilières Stéphane Plaza Immobilier de Toulouse, donc une au Carme et une au Capitole. Et on était la première agence, Stéphane Plaza Immobilier, à ouvrir il y a 6 ans maintenant. Stéphane a ouvert la sienne à Paris et nous étions juste après. Donc voilà, une belle aventure sur la création de ce réseau. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. La Oui. création d'un réseau d'agences avec 580 agences maintenant. Donc une belle réussite avec des vraies valeurs derrière et un ADN Plaza fort
que Stéphane véhicule déjà depuis plus de 13 ans à la télévision. Et on s'en est beaucoup inspiré pour monter les agences. Donc, directrice de 2 agences. Et puis, depuis pratiquement 2 ans maintenant, effectivement, j'ai eu la chance d'être choisie pour être l'experte de la région toulousaine dans les émissions de Stéphane Plaza, Recherche appartement aux maisons, Mhm. euh, sur M6. On Donc, te regarde régulièrement. donc voilà, je fais à peu près 5-6 émissions par an pour accompagner des vrais acquéreurs qui ont des recherches sur Toulouse et la région. Et puis, bah, c'est le vrai métier d'agent immobilier, c'est-à-dire que parfois ça réussit, parfois non. Les gens disent ce qu'ils pensent, ils n'achètent pas. C'est ce qui m'a plu dans le concept, puisque c'est vraiment tourné en conditions du réel. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager. Et ça, c'est en plus et c'est très chouette. Donc voilà. Après mon parcours, moi, pardon, mais voilà, on Oui, parlait, tu disais tout à l'heure des gens qui n'étaient pas forcément oui. issus de profession BTS, profession immobilière. Je suis un exemple, je suis en reconversion puisque j'ai fait autre chose avant Mhm. et j'ai décidé de m'orienter vers ce métier il y a à peu près 12 ans. J'ai été formée par un gros groupe puisque j'ai pris une première agence en franchise chez Foncia et à ce moment-là, ils intégraient une formation pour apprendre le métier sur l'aspect théorique. Et puis après, j'ai appris tout le reste en pratique depuis plus de 10 ans sur le terrain, en m'entourant de personnes qui connaissaient déjà aussi le métier, qui m'ont appris beaucoup de choses, en ouvrant beaucoup mes oreilles et mes yeux. Et j'ai appris beaucoup sur le métier voilà, depuis une dizaine d'années. Tout à fait, c'est vrai que dans le secteur de l'immobilier, on retrouve beaucoup d'autodidactes, de toute façon, donc on l'évoquera tout à l'heure. Et on évoquera Mm, aussi avec toi, Sophie, tout à l'heure, tous les aspects des franchises, en tout cas des groupes mm, d'agences immobilières. avec Merci plaisir. beaucoup, Sophie. Merci. Hélène, je te laisse la parole pour une présentation voilà, de ton parcours et de tes activités. Oui, bonjour à tous. Alors, mon parcours, pareil, pas issu de l'immobilier au départ, une reconversion professionnelle. J'ai intégré le réseau La Forêt où j'ai fait de la nourrice en gestion locative Mhm. pendant 3 ans pour eux. Donc, c'est moi qui m'occupais de la gestion pour les agences qui n'avaient pas de carte professionnelle gestion. Et puis, pareil, hein, donc formée au sein du groupe. Et donc, après, j'ai décidé de rejoindre l'équipe Adonis de Lille pour pouvoir transmettre, puisque mon parcours personnel de base, en fait, était plus dans la formation. Donc, j'ai allié le fait d'aimer former avec l'immobilier qui, au final, est devenu un peu passionnant pour moi. Et aujourd'hui, j'interviens sur l'école de Lille en gestion et je fais tout le suivi et l'accompagnement de nos étudiants au niveau des stages, au niveau des passages pour les oraux, qu'on Oui. verra plus tard hein, à travers le BTS. D'accord. Et une implication pardon, forte aussi pédagogique, puisque tu es aussi professeur principal et Oui, à l'initiative aussi du développement de nos formations telles que le bachelor, par exemple. Hein. tout à fait, le bachelor et puis les partenariats qu'on commence à développer concernant l'alternance Mhm. qui est de plus en plus demandée de la part de nos étudiants. Super. Merci beaucoup, Hélène. Je vais donner donc maintenant la parole à Eric, si tu veux bien également te présenter, donc un professionnel également de l'immobilier, mais un des partenaires, hein, je dirais, des agences immobilières. Et tout à l'heure, Eric, peut-être que tu développeras justement aussi, voilà, quels sont les liens et que tu entretiens, voilà, avec le monde de l'agence, des négociateurs, etc. Je te remercie de bien vouloir te présenter. Bonjour, Éric Guilloux, architecte. J'ai 40 ans. J'ai fait 12 ans au sein d'une agence d'architecture et ça va faire, j'attaque ma 5e année Mhm. en tant que libéral. Voilà. Moi, je suis diplômé avec un bac architecte de l'INSA de Strasbourg. Et j'ai rejoint le réseau de l'éducation afin Oui. de transmettre et d'aider à la compréhension des règles urbaines, de donner du vocabulaire aux jeunes étudiants et de leur inculquer quelques principes sur la construction, le mode d'établissement d'un chantier, sur comment ça se passe, la construction et l'édification d'un bâtiment. Voilà.
Moi, je suis spécialisé en architecture hospitalière, para-hospitalière. Je fais du scolaire. Je fais énormément de marchés publics et des bâtiments qui reçoivent du public, donc des ERP. Oui. J'ai une bonne notion de tout ce qui est de la sécurité et de la gestion de ce type de bâtiment qui est assez complexe. Et je fais aussi un petit peu de particulier, notamment des petites extensions. Et c'est là où j'ai souvent affaire au réseau d'agents immobiliers. Puisque après, il y en a quelques-uns qui me consultent en direct pour avoir des idées ou donner mon point de vue sur le bâtiment. Très bien. Merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, on abordera un petit peu tous ces aspects contraintes juridiques et voilà, en lien avec la construction tout à l'heure, qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complexes, j'imagine. Non. Dans un premier temps, donc, je propose, alors certains peut-être des personnes qui nous écoutent donc, sont étudiants déjà au sein d'ISK, donc n'hésitez pas à poser des questions un petit peu plus orientées voilà, sur les débouchés. Dans un premier temps, je vais prendre peut-être un petit peu plus la parole pour les personnes qui nous auraient rejointes et qui sont plutôt en recherche d'orientation, des personnes en reconversion avec des projets peut-être dans l'immobilier. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les différentes formations de l'immobilier. Donc, c'est vrai que tout commence en général, sauf pour les personnes voilà, qui sont autodidactes. On vient de le voir avec Hélène et avec Sophie, par exemple. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il existe un BTS spécialisé déjà dans le domaine, qui est donc le BTS en immobilier. Et juste pour information, c'est vrai que c'est le 10e BTS le plus demandé, par exemple, par les étudiants sur Parcoursup, sur le top 25, le BTS immobilier est donc 10e, avec une demande qui s'accroît, c'est vrai, chaque année. Et pour exemple, au sein des écoles ISK, nous formons environ 350 apprenants chaque année, donc que ce soit en enseignement à distance, en enseignement également en présentiel, et comme le disait Hélène, également étudiants en alternance. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des profils qui vont être très différents, avec des personnes en reconversion, des justes bacheliers, des personnes qui ont fait déjà des études de droit, par exemple, hein, c'est très souvent le cas. Donc, c'est vrai que le seul prérequis, en tout cas pour entrer en BTS, en profession immobilière, c'est bien évidemment une grande motivation et une passion, c'est vrai, pour ce secteur d'activité, pour pouvoir réussir, bien évidemment, et être titulaire du baccalauréat. À partir de là, c'est vrai qu'on va avoir bien sûr beaucoup de notions qui vont être étudiées, qui vont tourner autour de 3 grandes thématiques, et donc la gestion locative, le syndic de copropriété et bien sûr la négociation relation client, c'est-à-dire la transaction. Donc on aura des aspects bien évidemment commerciaux au cours de cette formation, mais pas que. Hein, et c'est vrai que là, je vais donner un petit peu la parole donc ensuite à Hélène, Eric et Sophie pour nous dire un petit peu ce qu'il en est voilà, de cette formation en BTS décidément immobilier, voilà, assez rapidement parce qu'on a pas mal d'autres thèmes à traiter. Et ensuite, voilà, on verra les poursuites d'études puisque le BTS n'est pas une fin en soi. Bien sûr, l'avantage d'un BTS, comme tous ces types de diplômes-là, vous permet une intégration rapide avec une formation courte mais efficace sur le terrain. Mais ensuite, on a aussi beaucoup d'étudiants, environ 50% des étudiants qui font aussi des poursuites d'études. Et Hélène nous parlera voilà, aussi des poursuites d'études vers les bachelors et les masters. Alors, je ne sais pas, Sophie, si tu veux dire un petit mot, ou alors on verra peut-être tout à l'heure plutôt pour les profils que toi, tu peux peut-être recruter, ceux qui te l'intéressent, par exemple, sur des profils tels que des BTS en profession immobilière. Et si Hélène, en amont, veut bien nous donner un petit peu les grandes lignes des enseignements avec Eric. Oui. Si on veut parler un tout petit peu des profils de nos apprenants, effectivement, on va avoir des jeunes qui ont une aisance à l'oralité, des jeunes qui sont assez interpellés en tout cas par tout ce qui est commerce. Cependant, enfin, en tout cas pour moi, et je pense que ça va être pour Eric aussi, mais dans ce qu'on essaie de leur transmettre, c'est que le commercial, lui, mais il n'y a pas que ça. Et je pense que ce qui va faire un bon agent immobilier, justement, c'est d'avoir d'autres cordes à son arc à travers tous les enseignements qu'on va aborder, hein, que ce soit tout ce qui est juridique, hein, parce qu'on a beaucoup de droits en final dans la formation.
On va avoir des aspects du coup réglementaires à travers l'urbanisme. Tu me coupes, Eric, si je me trompe, mais en tout cas, beaucoup de réglementaires à travers l'urbanisme avec Eric. On va avoir des données économiques à traiter. On a des cours d'éco, tous des données fiscales. Puis là-dessus, effectivement, on va venir aborder des notions de communication, des notions après en transaction pure, la vente, la location, puis on verra la gestion locative et le syndic. Tout ça, si vous voulez, c'est des qualités techniques, des compétences techniques qu'on va pouvoir acquérir. Pour autant, nos apprenants doivent quand même développer, et je pense que c'est ce qu'ils apprennent sur les lieux de stage avec des partenaires comme Sophie, par exemple. Ça va être plutôt du savoir-être. Donc, savoir écouter, avoir envie de réussir, je pense que ça, c'est important. Et au fur et à mesure de leur stage, quelque part, il y a une passion qui naît. Et je pense que si on n'est pas passionné, on ne peut pas être un bon agent immobilier. Enfin, je ne sais pas si mes collègues, en tout cas, pensent la même chose. Donc, voilà, on a des profils un peu d'étudiants comme ça qui ont envie, envie de réussir, qui sont curieux et qui doivent justement allier et une personnalité à des compétences techniques. Donc, nous, on amène le plateau technique. Et sur les stages, ils sont là pour plutôt travailler sur eux et le savoir-être à acquérir, en fait. Bien sûr. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord, Hélène. Et c'est vrai que du coup, c'est très complémentaire parce que nous, on est vraiment, vraiment axé sur le savoir-être. Et c'est bien justement toute cette base qui va leur être apportée pendant, avant ou après. C'est essentiel pour nous parce que on n'a pas le temps de, bien sûr, c'est pas notre vocation, pas le temps d'apprendre, de réapprendre tout ça. En revanche, alors nous, ça dépend au niveau des profils. Il y a trois étapes. Il y a pour un stage, pour une alternance et puis après pour recruter. Alors, on va dire que pour les stages, on est ouvert à tout profil et que l'idée du stage, c'est d'observer, de confirmer un intérêt pour le métier ou pas. Donc, stage d'observation, c'est des gens qui n'ont jamais appréhendé le métier, qui se posent plein de questions, ou même ceux qui ont déjà des idées précises. Mais en tout cas, c'est venir observer, voir un peu comment ça se passe et se dire, ce métier me plaît, je veux continuer, ou non, finalement, c'est pas ce que je pensais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'immobilier, c'est un métier facile, et c'est un vrai métier, et c'est un métier difficile physiquement, difficile moralement, difficile à plein de niveaux, comme tous les métiers. Mais du coup, parfois, c'est intéressant de voir beaucoup de jeunes qui arrivent avec une idée un peu préconçue du métier et de se rendre compte concrètement que c'est difficile. Donc, le stage, c'est une étape super importante. L'alternance, c'est un peu la continuité, mais c'est des gens qui ont déjà choisi, qui sont déjà à peu près sûrs que ça va leur plaire et qui veulent s'investir vraiment. Et l'alternance, en tout cas chez nous, comme on la pratique, moi, quand quelqu'un arrive chez moi en alternance, il a les mains dans le cambouis tout de suite. Et voilà, on essaie de le faire un peu tout comme nous, mais accompagné par des seniors, on va dire, mais pour tout de suite être dans le vif du sujet aussi, pour être en capacité à y arriver rapidement. Et puis après, recrutement, c'est le mélange de tout ça. Moi, j'insiste sur un point dans ce métier-là, c'est qu'il y a un sens du commerce très fort. Et il ne faut pas oublier que ça reste un métier de commercial et qu'on vende une baguette de pain à un appartement, c'est pas la même chose, d'accord, mais c'est quand même du commerce. Et le sens du commerce reste quand même une priorité. On ne peut pas se lancer dans ce métier si on pense qu'on va être trop introverti. Voilà, il faut vraiment avoir ce sens du commerce quand on se pose la question, j'ai envie de faire ce métier. Alors après, il y a la partie gestion qui est peut-être un peu différente, mais la partie commerciale pure et dure sur le terrain, de faire visiter, vendre des appartements, des maisons, il y a les connaissances, urbanisme, il y a les connaissances légales, il y a les connaissances notariales, financières, etc., etc. Mais le sens du commerce, ça reste un bon agent immobilier, il faut qu'il ait les deux. Si c'est un très, très bon commercial, mais qui ne connaît rien à l'immobilier, il ne va pas s'en sortir. Et l'inverse est totalement vrai aussi. Donc, il faut, voilà, pour moi, c'est le bon profil, c'est un peu des deux. Bien sûr, il faut être capable de pouvoir effectivement conseiller de manière avisée. Puis c'est vrai que les choses deviennent de plus en plus complexes sur le plan juridique. Donc, c'est vrai que les bons commerciaux doivent néanmoins avoir un socle de compétences, j'imagine, qui est quand même voilà, très, très solide. Alors, justement, au niveau de l'encadrement de cette profession et de la déontologie, est-ce que vous souhaitiez dire également un petit mot là-dessus? Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres du secteur de l'immobilier, on s'aperçoit que c'est quand même dans ce corps de métier-là, en tout cas, le taux d'accès à la formation une fois qu'on est en emploi demeure élevé. Donc, effectivement, il doit y avoir des remises à jour, je pense, assez régulières concernant l'évolution des réglementations.
Ah oui, effectivement. Hélène ou Eric, voilà, si vous voulez nous dire deux petits mots voilà, sur la déontologie et l'encadrement justement de cette profession. Alors, Alors, moi, je peux. vas-y. Moi, je Eric. vais de mon côté, donc par rapport à l'architecture et à l'urbanisme, il faut avoir une certaine veille réglementaire, c'est-à-dire se tenir informé. C'est pas le tout d'avoir acquis des connaissances, mais il faut réussir à les entretenir. Alors après, il y en a qui seront peut-être amenés à faire que de la gestion locative et donc ça les intéressera peut-être plus. Mais ceux qui vont rester dans l'achat, la vente des biens, en tout cas pour la partie urbanisme, il faut qu'ils entretiennent leurs connaissances. Les réglementations évoluent environ tous les 4 à 5 ans. Donc, par exemple, le PLU, il est révisé tous les 5 ans. Et donc, il faut se tenir informé, de regarder l'évolution, parce que le PLU, donc c'est le plan local d'urbanisme, va définir la constructibilité d'un terrain, va, en tout cas, ou alors donner la réglementation ou les limites que ce terrain aura. Donc, c'est très important de rentrer un bien en connaissant les limites de celui-ci. Et là, on a vécu une période récemment où on était à cheval entre les deux PLU, et je sais qu'il y a quelques agences qui ont dû reprendre l'intégralité des terrains qui étaient à bâtir pour vérifier qu'ils soient encore en zone constructive, pour vérifier qu'ils n'aient pas changé de secteur, pour voir si tout était encore correct. Et pareil pour les biens. Si on dit qu'il y a une potentialité d'extension, il faut être sûr de son coût. Ce n'est pas le tout de l'annoncer, mais il faut que le terrain soit constructible derrière. Il faut que la réglementation et le PLU suivent. Donc voilà, donc c'est ce qu'on essaye de leur montrer, de leur inculquer, de montrer que ce n'est pas si simple en tout cas, la lecture de la réglementation française est très compliquée en urbanisme. Et déjà, d'essayer de la comprendre et de l'appréhender. D'accord. Merci beaucoup, Eric. Hélène, tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet? Ouais, surtout par rebondir un peu sur ce que dit Eric. Effectivement, on va demander à nos étudiants d'être rigoureux. Je pense qu'on a envie de les considérer comme, dès le départ comme des jeunes professionnels. L'idée, c'est de leur donner les bonnes habitudes tout de suite pour ensuite arriver dans les agences, soit en stage, soit en alternance ou en embauche, auprès de Sophie, avec en tout cas des bons réflexes. Et les bons réflexes, c'est d'être rigoureux et effectivement avoir envie d'apprendre. Les métiers sont encadrés, il est encadré par la loi Hoguet, et on est encadré par des cartes professionnelles. On est encadré également par un code de déontologie, un code éthique depuis 2015. C'était attendu puisque c'est une profession qui n'était pas suffisamment, en tout cas, comment je veux dire, respectée, si je peux dire ça comme ça. Sécurisée. Ouais, peut-être pas suffisamment sécurisée, effectivement. Cependant, nous, on essaye en tout cas d'amener, si vous voulez, le démarrage et les bons réflexes, et après, c'est à entretenir sur le terrain. Donc, je ne sais plus, Sophie, mais il me semble qu'on a une obligation de 21 heures de formation, qu'on est titulaire d'une carte de transaction annuelle. Voilà. Et c'est très bien, ça. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très bien parce que effectivement, alors faut pas critiquer toujours le avant comme ça, mais c'est vrai que les cartes étaient données pour longtemps, il n'y avait pas d'obligation de formation et il n'y avait rien qui était remis au goût du jour. Et là, là, on est en plein dedans. Nous, on est alors tout en visio, toute l'équipe là en ce moment, on en profite, on se forme. Il y a des sujets qui sont imposés, la discrimination sur justement toute la partie réglementaire aussi. C'est des sujets imposés et tant mieux parce qu'il y en a qui en ont besoin. Et après, on choisit plein d'autres sujets qui sont divers et variés, les successions, les PLU, enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est très, très bien parce que ça nous oblige, enfin moi je trouve que ça nous oblige à nous arrêter un peu pour prendre ce temps de formation. Parfois, on a la tête dans le guidon, on ne le fait pas. Et les lois, on est tous censés les connaître. Et comme tu disais, Eric, en plus, on engage la responsabilité de notre agence, de notre notoriété. Moi, quand je ne sais pas, et ça m'arrive, je dis je ne sais pas, je me renseigne. On ne peut pas tout savoir non plus. Oui, mais oui. on se doit quand même effectivement de se tenir au courant de tout ça. Et quand on est dans une équipe, il y a un manager normalement qui doit aussi diffuser les informations à tout le monde. Parce que même quand on sort de l'école, on a appris des choses et puis les lois, les règles changent encore après. Donc, il faut en permanence se tenir informé, mais c'est intéressant. Oui, l'école, c'est pour apprendre à apprendre. Hein. C'est ça. Donc ça nous forme. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas en tant qu'architecte. Je suis sorti de l'école, je ne savais pas grand-chose. C'est sur le tard que ça a pris. C'est la même chose pour tous
tout métier, il y a une phase d'appréhension du métier dans la réalité, et il faut se mettre à jour, il faut se tenir informé pour être toujours à la pointe, quoi. Et ce n'est pas facile, hein. La réglementation, en tout cas pour le monde du bâtiment, c'est la plus complexe en France. C'est là où il y a le plus de réglementation. Alors, moi, en plus, j'ai la partie de la construction qui est la pire. Mais déjà, dans tout ce qui est la réglementation urbaine, l'appréhension, le code civil, il y a plein de codes et de réglementations qui s'additionnent, qui se chevauchent, et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et il faut être très vigilant, et surtout de ne pas avoir peur à dire « je ne sais pas », ça c'est vrai, Sophie, et de faire appel aux professionnels. Et c'est pour ça que moi, j'ai de temps en temps des contacts avec des agents immobiliers qui disent « je ne sais pas ». Je préfère faire appel à un architecte ou après un spécialiste, un notaire, pour que ce soit bien clair et de clarifier la situation. Justement, Eric, j'avais une question à ce sujet où on nous demande, un des intervenants, des invités nous demande où est-ce qu'on trouve les meilleures sources d'informations concernant la veille juridique. Alors, il y a plusieurs sites. Alors, ça dépend parce qu'il n'y a pas un site qui rassemble toute la réglementation. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, par exemple, il y a des sites spécialisés sur les marchés publics qui vont redonner les seuils, qui changent régulièrement. Il y en a qui sont spécialisés donc, pour… même, je vais prendre l'exemple du PLU. Il faut presque se renseigner au niveau de la ville parce que les PLU changent, mais en fonction des SCOT, donc des schémas d'organisation territoriale. Et ça, en fonction du territoire où on est, il ne va pas se faire en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, je prends Valenciennes, le PLU a été changé cette année, alors que moi qui suis à 15 minutes de Valenciennes, il a été fait il y a 2 ans. Donc, il faut vraiment se rapprocher de son territoire et de vérifier régulièrement, alors auprès des mairies, auprès des comités de communes, si la réglementation a changé. Après, pour tout ce qui est des veilles juridiques pures et dures, il y a le BOMP, donc les journaux officiels. Il y a plusieurs éditions comme ça de parution de journaux officiels, dont le BOMP qui est le plus, ou JAP, qui sont les 2 plus grands. Voilà, donc c'est le moniteur aussi qui recense très bien les choses dans le bâtiment. D'accord. Éventuellement, si tu veux citer un ou deux de ces noms-là dans le chat, Eric, comme ça la personne… Oui, le moniteur, je crois que je l'ai vu, c'est Pia, en plus c'est une de mes élèves. Oui, d'accord, ok, bon, super, comme ça tu vas pouvoir lui répondre en direct. Alors justement, on voit en effet que voilà, ce monde est de plus en plus complexe, de plus en plus organisé, légiféré, etc. Donc c'est vrai que bien souvent, l'idée aussi c'est de se spécialiser. Donc Sophie, toi en général, en termes de recrutement, est-ce que pour toi c'est vraiment un plus quand un étudiant arrive à toi et qu'il est titulaire d'un bachelor, d'un master ou qu'il a fait une licence pro immobilier dans la construction ou le droit de l'immobilier? Oui, bien sûr. Et puis d'ailleurs, souvent, quand ils sont fraîchement diplômés comme ça, nous, on leur pose plein de questions et on est très intéressés aussi parce qu'ils sont parfois plus à jour que nous sur tout ce qui a changé en termes de législation. Donc oui, et c'est pour ça que moi, dans mes équipes, il y a un mélange des genres, des styles, des âges, et ça, je trouve intéressant parce qu'on a tous à apprendre, à partager, et avoir un jeune diplômé qui arrive, c'est très intéressant aussi au sein d'une équipe. Bien sûr, parce qu'il est au fait. Alors, si tu veux nous dire un petit mot justement sur les poursuites d'études, peut-être Hélène et aussi Eric. Donc, c'est vrai qu'on distingue 2 grands types de poursuites d'études. Donc, la poursuite d'études en école d'immobilier ou de commerce, hein, avec les différents masters et bachelors avec des spécialisations en gestion locative, de syndic, de management d'agence immobilière. Et ensuite, après, bien sûr, les différentes licences pro en université, notamment licence pro, bien sûr, en immobilier. Si tu peux nous dire 2 ou 3 petits mots là-dessus, peut-être Hélène, et puis aussi Eric, bien sûr. Oui. Alors, effectivement, on va avoir les formations que l'on va retrouver effectivement dans des écoles dans lesquelles on va plutôt y faire des bachelors. Les bachelors, c'est donc une année supplémentaire qui va venir spécialiser, qui va faire la poursuite du BTS. Pourquoi c'est important de rejoindre un bachelor ou une licence professionnelle? Je pense que l'idée, c'est de se dire pourquoi c'est important de faire une année en plus du BTS. Ce BTS n'est pas suffisant.
parce que dans l'organisation du BTS, dans son référentiel, on est sur de la théorie très, très, très pure. Qui va vous donner accès à des cartes professionnelles, qui va vous donner accès à l'emploi. BTS, quand même un diplôme qui est assez chouchou au niveau des employeurs. Vous avez appris sur les stages. Très, très bien. En bachelor, l'idée, c'est de venir affiner un petit peu ce que vous aurez appris, plus dans la pratique, dans le sens où si vous faites de la transaction, eh bien, un bachelor dans le module transaction, on va y travailler des techniques de vente. Par exemple, on va travailler en gestion sur des logiciels de gestion locative. En syndic, pareil, on va mettre en scène des assemblées générales. L'idée, si vous voulez, c'est vraiment être au cœur de la pratique. Ce que vous n'avez pas forcément au quotidien en BTS, parce qu'il y a toute la partie théorique à intégrer, même si dans nos pédagogies, on travaille sur des études de cas, etc., ça reste quelque chose de théorique. À l'école, j'entends. Après, vous avez la pratique. Le bachelor, ça met en lien tout ce que vous avez, ou une licence, hein, tout ce que vous avez appris sur le terrain, avec toute la théorie, et de là, on en fait quelque chose. C'est-à-dire, on va venir affiner. Pour ne pas parler de celui qu'on va proposer, que l'on propose, il est assez généraliste, donc notre bachelor, puisqu'on va y travailler aussi bien sur la transaction que sur la gestion, le syndic, de l'initiation à la gestion de patrimoine. On aurait un module sur la création d'entreprise, puisque vous allez pouvoir avoir des cartes professionnelles. Ça sous-entend que vous pourriez à un moment créer votre entreprise. Et ce n'est pas évident. Je pense que Sophie, elle pourrait nous en parler longuement. Ça demande un investissement. Et donc, tout ça, on le travaille en troisième année. Et puis, les quatrième et cinquième années, où là, on se spécialise réellement dans un seul domaine pour devenir entre guillemets, expert de notre parcours. On définit un peu plus notre parcours professionnel. Ok. Merci Danois. Et puis il y a aussi cette fameuse année aussi de maturité et voilà, qui est importante aussi pour les plus jeunes apprenants et qui sortent de terminale. 2 ans de BTS, c'est parfois un petit peu juste pour aller aborder voilà, une vente qui pourrait être un petit peu complexe. Donc c'est vrai que c'est quand même aussi une année qui vous permet d'asseoir aussi la personnalité voilà, et d'affiner un petit peu les techniques, notamment de vente par exemple. Donc, c'est un métier oui. C'est un métier qui oblige aussi cette expérience et cette confiance en soi. Donc ça se développe à travers effectivement les études aussi. Hein. Oui, puisqu'il y a également de nombreux stages, aussi bien en bachelor, il y a aussi des stages bien sûr sur les différentes licences professionnelles. Alors c'est vrai que voilà, au-delà de la formation, la question souvent qu'on nous pose, en tout cas c'est aussi la question des débouchés. Alors après, ce qui est heureux pour nous, c'est de voir que nos étudiants trouvent quand même très facilement de l'emploi en sortant d'un BTS en diététique, en immobilier, veuillez m'excuser. Donc on a un taux d'insertion d'environ 90% d'embauche et avec souvent 80% déjà de contrats en CDI. Il faut dire que souvent, les terrains de stage, je pense qu'Hélène et Eric le confirmeront, c'est aussi souvent les premiers employeurs des étudiants, en tout cas sur nos établissements. Et il peut y avoir donc des missions qui vont être très variées, des types d'emplois qui vont être très variés. En tout cas, ne serait-ce qu'à un niveau de bac+2, vous avez déjà une excellente employabilité. Les poursuites d'études peuvent se faire parfois un petit peu plus tard. Une fois que vous avez déterminé est-ce que c'est plutôt l'administration de biens qui vous intéresse, la gestion locative et de faire vos poursuites d'études aussi après 1 ou 2 années d'expérience. Donc, ce que j'aurais aimé que l'on puisse mettre peut-être en avant avec vous, ce serait peut-être les différents métiers et que regroupe l'immobilier, puisqu'on a vu 3 grands secteurs, la gestion locative, le syndic de copro, la négociation, il y a aussi d'autres métiers, juristes, etc. Est-ce que l'un de vous veut commencer à prendre la parole sur un type de métier? Et Sophie, peut-être que tu pourrais nous faire un petit focus justement sur les métiers en agence immobilière. Voilà, et on pourrait évoquer aussi la question des réseaux, par exemple, qui est de plus en plus répandue dans le domaine. Oui, alors je vais répondre à une question, parce que alors, je pense qu'elle m'a été posée en direct, mais du coup, Oui. j'ai une question. Je me dis, quand vous dites un mélange des styles, des âges, vous regardez de la même manière un recrutement d'une personne ayant obtenu un BTS
en reconversion avec un âge plutôt avancé qu'un jeune diplômé sans expérience professionnelle. Merci. Alors, pour répondre à ces questions, moi, ce que je disais au tout début, c'est que je suis très attachée aussi au savoir-être. Et moi, dans le recrutement, avec mon associé, on va bien sûr prendre en compte le CV de la personne, son expérience, mais on va dire à expérience égale. Il n'y a pas une question d'âge ni autre, absolument pas, mais une question de savoir-être. Et le savoir-être, c'est aussi l'éducation, c'est aussi le comportement. Et on peut être bardé de diplômes et si on n'est pas à l'aise, ce que je disais tout à l'heure, pour faire du commerce, pour avoir une empathie, pour écouter les autres, s'intéresser à ce qu'ils disent, aimer les gens, parce que faire un métier d'agent immobilier, c'est aimer les gens, c'est savoir les accompagner sur des projets de vie, parfois difficiles. L'immobilier, c'est les gens qui se marient, qui divorcent, qui décèdent, des naissances, des mutations, c'est quand même la base des changements immobiliers. Donc, il faut savoir accompagner, écouter, s'intéresser. Donc, il faut aimer les gens, il faut savoir aussi leur parler, savoir aussi se livrer un peu si on va avoir en retour. Donc, pour le recrutement, pour répondre à la personne, l'expérience et les études, et c'est très important, mais le savoir-être, encore une fois. Et moi, j'ai 2 adolescents, j'ai déjà fait leur éducation, donc je ne suis pas là pour éduquer les gens qui viennent travailler chez moi. Donc, le savoir-être, ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Il faut en parler à ses parents s'il y a un problème là-dessus. Donc, ça, c'était pour répondre à la personne. Alors, après, pour les métiers, moi, dans mes agences, nous, on ne fait pas de gestion. On travaille, on a des partenaires pour la gestion, mais on ne travaille pas on ne fait pas de gestion, nous, directement. On fait de la transaction, vente et location. Donc, on a une personne effectivement dédiée qui est issue d'un BTS profession immobilière qui s'occupe de la partie location pour les 2 agences. Donc, qui ne fait que ça, enfin, qui participe à la vie de l'agence pour plein d'autres choses, mais elle est dédiée à la location et elle a de quoi faire. Et puis après, on est tous les autres sur la partie transaction. On n'a pas d'assistante volontairement dans nos agences parce qu'on a fait le choix de s'occuper de A jusqu'à Z, et voire même après Z, de chacun de nos dossiers, de nos clients. Et moi, je n'ai pas souhaité qu'il y ait le barrage d'une assistante, mais c'est propre à mon choix. Hein. Chacun fait comme il veut là-dessus. Mais donc, du coup, on est tous un JOCO indépendant sur la transaction et on fait tous le même métier au sein de l'agence. Donc, il n'y a que location ou transaction. D'accord. Et donc, au niveau des groupes, en fait, des franchises, tout à l'heure, si j'avais bien compris, c'est que ce sont des groupes qui permettent aussi d'avoir de la formation en amont avant de monter son entreprise, d'être en indépendant. Oui, oui, oui. Alors, chez Stéphane Plaza Immobilier, c'est vrai qu'ils ont pas mal orienté, en tout cas les 100, 150 premières agences, c'était beaucoup de la création. Donc, c'était beaucoup aussi de la reconversion. Ils prenaient plus des créateurs avec des gens qui arrivaient dans le métier et effectivement, ils proposaient une formation par des professionnels au niveau d'organismes de formation pour rattraper un petit peu tout ça. C'est inclus quand vous prenez une franchise, vous payez un droit d'entrée et c'est inclus dans ce droit d'entrée la formation. Après, c'est une formation théorique. Et en général, ce qu'on fait, moi j'étais déjà passée par Foncia, mais ceux qui ont ouvert une agence à ce moment-là, qui étaient vraiment des créateurs purs, en général, ils s'entouraient d'agents immobiliers dans leurs équipes plus expérimentés pour pouvoir leur apprendre aussi le métier. Mais c'est vrai qu'au niveau du réseau, il y en a les deux. On a aujourd'hui beaucoup d'agences immobilières qui prennent l'enseigne et qui sont déjà donc des professionnels. Et puis il y a aussi des reconversions, des créateurs. Beaucoup de reconversions dans ce métier. Oui. C'est pas le sujet là, hein, mais c'est intéressant quand même de voir. Alors, ça m'étonne pas ce que tu disais sur la popularité du BTS profession immobilière. C'est un métier qui a beaucoup d'avenir et qui est très intéressant et qui intéresse les jeunes et qui intéresse les moins jeunes pour de la reconversion. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est un métier qui attire beaucoup. Il est en train d'évoluer en ce moment avec la situation sanitaire et c'est très bien parce qu'il y avait besoin aussi de passer sur quelque chose d'un peu plus numérique, un peu plus digital. Ça avait besoin et c'est très très bien. Et on s'adapte et on fait plein de choses. On fait des visites pendant les confinements virtuels. On fait des ventes. On peut faire des signatures électroniques avec des notaires. On peut s'adapter sur plein de choses. Donc, c'est très très bien. Et je pense qu'il y a
Moi, je suis persuadée que c'est un sujet, quoi qu'il arrive, qui sera toujours au cœur de tout, l'immobilier, parce que malgré même voilà, la situation aujourd'hui, ben, on a quand même besoin de se loger. Il y a toujours ce sujet-là, même encore plus. Là, il change parce que ben, comme on passe plus de temps chez soi, qu'on est en home office, qu'on est en visio comme là aujourd'hui, ben, l'environnement, il est encore plus important. Donc, c'est un focus toujours présent chez toutes les personnes, tous les budgets. Et donc, l'immobilier, pour moi, c'est effectivement un métier qui a encore de longues et belles années devant lui. Donc, c'est bien qu'il y ait plein de gens qui arrivent, étudiants et reconversion. Vrai, on le verra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un secteur qui est très dynamique, effectivement, et avec aussi voilà, en évolution, hein, je pense, par rapport à la demande très certainement de la clientèle, qui, c'est vrai, qui a évolué avec la situation sanitaire. Et on peut voir justement à travers l'évolution de vos méthodes que voilà, la situation aura eu un petit peu de bon aussi. Ça aura apporté aussi un petit peu de nouveauté et de changement dans les méthodes. Alors, c'est vrai que je vais peut-être citer quelques métiers. Alors, je ne sais pas si vous voulez m'y aider, mais c'est vrai qu'au niveau de l'immobilier, donc on vient de le voir avec Sophie, donc le métier de mandataire indépendant, de responsable bien sûr d'agence appartenant à un réseau ou non. Ensuite, on va avoir donc des administrateurs de biens. Sophie fait, c'est vrai, de la gestion locative et de la transaction également. Il y a également des métiers de gestionnaire de copropriété. Les promoteurs aussi, les métiers de juriste, de conseiller en patrimoine immobilier. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est énormément de professions. Mais après, pour rassembler un petit peu tout ça, on peut dire que quand on est dans l'immobilier, en fait, on travaille soit en agence immobilière, on peut travailler au sein également d'entreprises de construction et de promotion, par exemple de parcs immobiliers, pour le compte de bailleurs sociaux, en office notarial, cabinet également d'administration de biens. Donc peut-être que si Eric veut nous dire un petit mot justement pour les étudiants ou ceux qui sont déjà diplômés hein, et qui recherchent de l'emploi, donc au sein d'entreprises de construction et de promotion de parcs immobiliers, est-ce que tu aurais quelques petites infos par rapport à ça? Quelles connaissances techniques il vaut mieux avoir par rapport aux contraintes juridiques ou autres? C'est un vaste domaine hein, quand Oui. même. Ouais. La promotion, ce qu'on appelle promoteur, la promotion immobilière, que ce soit à travers d'un bailleur social ou à travers un bailleur privé, déjà c'est très différent. Moi, je suis plus en relation avec les bailleurs sociaux au travers de mon métier. Oui, alors Par tu peux exemple, nous je en travaille parler, hein, bien énormément sûr, avec plaisir. Ouais. Partenor ou Habitat du Nord. Enfin, j'ai travaillé avec plusieurs bailleurs. Et sur le côté, alors, ils ont leur partie de gestion locative qui est plus proche de ce qu'on va retrouver dans une agence, mais pour le social. Et après, il y a une partie aussi de branche avec qui je suis un peu plus, c'est la construction. Donc, c'est pour ça que le métier de la promotion immobilière, il est déjà très varié parce que on retrouve ce qu'on a dans une agence, plus un domaine qui est la construction. Et là, on est amené, à ceux qui suivent mes dossiers avec moi, alors je ne sais pas quel est leur parcours, ce serait peut-être intéressant de voir ce qu'ils ont fait comme parcours, mais à suivre les chantiers, à aller un peu plus sur le terrain. Et il y a aussi une part de gestion des locataires, puisque mes chantiers, par exemple, là, je fais de la rénovation thermique avec Partenor, et donc c'est en site occupé. Donc là, on est avec le bailleur dans chaque appartement afin de voir ce que l'on peut faire, comment on fait les travaux, comment on agence tout ça. Et donc ça va être l'agence qui va s'occuper, et moi, je vais phaser mon chantier en fonction de ces points-là. Donc, C'est quand même pas mal de connaissances techniques, là, justement, pour oui. la personne de l'agence qui te suit et qui t'assiste dans cette démarche-là. J'imagine qu'il prend des notes pour des retours. Alors oui, Voilà, elle est obligée, elle est obligée d'avoir une certaine connaissance technique, puisque en fait, quand on fait de la rénovation au sein d'un parc immobilier, on est obligé d'avoir une certaine étiquette thermique, donc un certain gain. Il faut comprendre comment, par exemple, on lit un DPE, c'est tout bête, mais c'est pas si simple. De savoir à quoi correspondent ces chiffres que l'on met en face des étiquettes A, B, C, qu'est-ce que ça veut dire, comment on y arrive, quels sont les moyens. Qu'est-ce que ça va engendrer comme travaux? Qu'est-ce que ça va engendrer les travaux et l'inconfort pour les locataires? Est-ce qu'on est obligé de sortir le locataire du bien ou pas? Parce qu'il y a des travaux, par exemple, j'ai un cas où on va changer la menuiserie. Ça paraît tout simple sur le papier, on va changer la menuiserie. Sauf qu'on commence l'obligation de faire des diagnostics
avant travaux pour voir s'il y a de l'amiante. On détecte de l'amiante. Qu'est-ce que ça donne? Là, on est obligé de l'enlever, l'amiante, une fois qu'on va enlever le bâti, pour ne pas perdre en facteur de jour, de lumière de jour. Donc, vous voyez, on va avoir un enchaînement comme ça de contraintes et il faut réussir à les comprendre et après à rebasculer dans un budget. Parce que quand on va partir sur des choses comme ça, on ne va plus du tout être dans le même budget. On va devoir sortir les locataires par plateau de 4. Parce que là, c'est à un niveau où il y a 4 logements, sécurisés, SAS, avec un bazar pas possible. Donc, d'une intention bête, changer les fenêtres, qui est un bien pour un locataire, on arrive à une complexité de projet qui peut être énorme. Donc voilà, il faut qu'il y ait quand même un certain bagage technique quand on s'attaque à la construction immobilière. D'accord. Donc là, c'est vrai que c'est souvent, après quelques années d'expérience, j'imagine qu'on se retrouve sur ce type de poste. Oui, et c'est des personnes qui se forment aussi sur le tas parce que c'est une partie qui est un petit peu à cheval. C'est-à-dire que le bâtiment immobilier, il est bien pour démarrer, mais après, il faut être curieux, ouvrir les yeux et puis aller chercher l'information et monter petit à petit dans la promotion. Et le chantier, il n'y a pas à faire, il n'y a pas d'école de chantier, il faut le faire. Oui, donc, il faut se mettre les mains dans le cambouis, il faut se prendre des cartons et il faut se faire accompagner. Et c'est vraiment pas évident. Autant du point de vue de l'entreprise, autant des acteurs de la construction. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup Eric. Alors après, c'est vrai ce monde plutôt du mandataire, gestion, et puis là maintenant on vient de voir construction et promotion. Alors il y a aussi tout le domaine du notariat, Hélène, où on va retrouver aussi des BTS issus de professions immobilières ou qui ont fait des bachelors ou autres. Est-ce que là tu peux nous dire 2 petits mots sur leur rôle ou leur mission dans ce cadre-là? Alors effectivement, vous allez retrouver des BTS IMO dans les équipes chez les notaires de plus en plus. D'accord. Donc, puisque la vente, la négociation, la transaction est une activité accessoire des études. Fondamentalement, une très très grosse différence sur le métier, c'est que la prospection est interdite. De par leur situation, puisque forcément, des successions vont amener des estimations, des prises mandat, et puis, mine de rien, dans la conscience collective, on vend une maison, on va chez son notaire. C'est encore très, très ancré, notamment dans toutes les zones rurales de France, et il y en a beaucoup. Donc, du coup, comment dire, la prospection est interdite. D'accord, ce serait déloyal. Cependant, le travail reste quand même identique dans le sens où on fera des estimations, on aura une prise de mandat et on va commercialiser les biens, mais on pourra également faire de la location et de la gestion locative. Tout ça est porté par le service de transaction, de négociation immobilière dans une étude. Mais vous pouvez également devoir faire juste des estimations dans le cadre de succession, sans qu'il y ait de vente derrière, simplement pour calculer des droits. On va aussi avoir des dossiers un peu parfois plus techniques. Les gens ont des fois, par rapport à des projets, si vous voulez, immobiliers, vont avoir des tendance à interpeller le notaire sur la création d'un lotissement ou vraiment des projets très particuliers où, du coup, c'est de nouveau, ça va demander aux négociateurs d'être en veille et ça va encore demander d'autres connaissances et d'autres techniques. Alors, d'autres connaissances. Sa grosse force, c'est qu'il a un notaire aussi un peu sur place. Je parle pour des montages de SCI, etc., dans le cadre d'investissement locatif, par exemple. Le fait d'avoir le notaire quand même sous la main des fois pour répondre aux questions, c'est quand même assez avantageux. Sinon, le métier reste tout aussi passionnant et on voit également toutes les facettes du métier. D'accord. Merci beaucoup, Hélène. Alors, on va enchaîner un petit peu maintenant, si vous voulez bien, pour faire un petit focus, si vous voulez, sur le secteur même de l'immobilier en donnant quelques petits chiffres. Donc, on disait tout à l'heure,
avec Sophie, c'est vrai que c'était un secteur qui était dynamique, hein, et qui est tout prêt à accueillir effectivement les jeunes diplômés qui vont sortir encore cette année voilà, des promotions de BTS ou de bachelor. C'est vrai qu'en France, actuellement, le secteur de l'immobilier est le 6e employeur, alors, avec un petit peu tous les métiers qu'on a vus tout à l'heure, hein, soit administrateur de biens auprès des notaires, etc., promoteurs. Donc, environ 4 000 à 4 500 postes par an sont à pourvoir en moyenne, et les chiffres montrent qu'il y a à peu près 3 000 diplômés par année. Donc, c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, très bon taux d'employabilité, 90% des étudiants trouvent du boulot immédiatement avec des contrats CDI. Et donc, c'est vrai que le secteur est dans tous les cas, en tout cas en croissance constante, malgré la situation effectivement sanitaire que l'on a eue. Et c'est vrai que c'est à peu près 210 000 agences en France actuellement. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi prospecter, hein, pour ceux qui rechercheraient de l'emploi. 250 000 salariés environ, et le marché donc de 2019 a connu donc une année exceptionnelle avec un nombre de transactions qui a dépassé plus du million de ventes, et le chiffre d'affaires c'est environ 85 milliards d'euros quand même par an. Donc c'est vrai que c'est un secteur voilà, qui forcément est porteur pour la recherche d'emploi. Alors par rapport à ce que tu peux voir, toi, Sophie, du terrain, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, justement, à quelqu'un qui vient juste de valider un diplôme, de s'orienter plutôt dans quel type d'activité pour commencer, et quelles sont, toi, alors, on a vu tout à l'heure les qualités que tu attendais, qualités de l'humain, hein, du savoir-être, effectivement, qui sont très, très importantes, mais quels conseils tu pourrais donner pour la recherche d'emploi à travers les agences, que tu diriges, par exemple? Moi, je pense que l'allocation, c'est un métier à part entière, hein, je veux pas dire que, mais c'est bien de commencer par l'allocation quand on est plutôt débutant, parce que, alors c'est le même métier, hein, on fait des visites, on rencontre des gens, on écoute leurs attentes, on monte un dossier, mais on va dire que c'est un peu différent sur le process, sur le timing, et aussi sur l'accompagnement. C'est plus court, hein, parce qu'on trouve un appartement, on fait signer le bail, voilà. Donc, c'est pas mal de commencer par ça, parce que c'est le même savoir-être, la même empathie, mais ça met moins la pression, on va dire, aux jeunes diplômés pour commencer que tout de suite aller sur des choses notariales qui les angoissent un peu plus, alors que, voilà, une fois qu'on les a fait, c'est pas si compliqué. Mais donc, je pense que c'est bien de commencer par la location, et après, très vite, de passer aussi à la transaction ou rester sur la location, parce que c'est un poste à part entière, encore une fois, qui est très intéressant. Après, je pense qu'il faut bien choisir son enseigne, son agence. Ça va être vraiment important. Les enseignes véhiculent des images différentes. C'est pas du jugement. Il faut savoir aussi ce qu'on est, vers où est-ce qu'on peut aller. Aujourd'hui, Keller Williams fait pas la même chose que d'autres enseignes. Encore une fois, hein, c'est pas une critique. Keller Williams, ils sont sur un mode plus à l'américaine. Ils sont très nombreux. Il y a une dynamique très forte de gagnants. Il y a des paliers au niveau rémunération qui sont très motivants pour beaucoup de jeunes. Bon, c'est une méthode de travail. Après, on peut choisir une entreprise plus familiale. On aura peut-être moins de structure, de gros groupes, mais peut-être plus de temps à passer avec un dirigeant d'agence qui va apporter son savoir-faire et transmettre. Donc, je pense que le choix, il faut, à mon avis, pas envoyer des CV pour envoyer des CV partout. Il faut déjà bien se renseigner sur les différentes enseignes. Alors après, c'est vrai qu'au sein d'une même enseigne, ben moi, je le vois chez Plaza, c'est aussi chaque dirigeant qui insuffle un peu sa façon de voir les choses. Donc, on peut être sous une même enseigne et puis avoir des façons différentes de gérer son agence. Mais je pense qu'il faut vraiment cibler sur voilà, ce que véhiculent les enseignes, et puis après, les entretiens avec les responsables d'agence. Chaque directeur a une vision un peu différente. Il faut vraiment poser beaucoup de questions sur le fonctionnement, discuter avec beaucoup d'agents immobiliers déjà en poste, sur les réseaux sociaux, sur du LinkedIn, avoir leur retour, parce que c'est comme dans tous les métiers, voilà, il y a des endroits où ça se passe bien, d'autres c'est plus compliqué, donc faut bien cibler par rapport à ça pour chercher un premier emploi. Et tu recrutes par le biais, alors, à travers un entretien essentiellement, ou est-ce qu'il y a des petits tests que tu fais passer? Comment ça se passe au sein de ton agence? Alors,
Oui, c'est le. Alors, bon, moi, dans une autre vie, j'étais RH. Donc, au niveau, je privilégie l'entretien. Ah, pendant une période, je faisais passer un questionnaire de personnalité parce que nous était imposé quand on rentrait chez Plaza, chez Stéphane Plaza Immobilier. Donc, on avait pris l'habitude de le faire aussi. Il n'est pas inintéressant parce qu'il peut révéler des choses avec du questionnement qui peut être intéressant. Mais c'est essentiellement, oui, l'entretien. En ce moment, je fais beaucoup d'entretiens téléphoniques. Aujourd'hui, j'ai fait un entretien en concret avec une personne dans une des agences. L'entretien, c'est voilà, et l'entretien il dure. Là, c'était quelqu'un d'expérimenté, mais qui veut changer d'agence. On est resté 2 heures à discuter. L'entretien, il est super important parce que encore une fois, j'ai besoin moi de. Quand je fais rentrer quelqu'un chez moi, après, on passe du temps ensemble, et du coup, il faut que je connaisse bien la personne pour savoir un peu ce qu'il a dans le ventre, au-delà de ses compétences en immobilier. Donc oui, l'entretien, ça reste quelque chose de très important. Moi, je recommande aux jeunes de ne pas seulement envoyer un CV, mais de se déplacer. Je vois la différence quand j'ai quelqu'un qui vient en agence. C'est pas un a priori parce qu'il ne faut pas se baser là-dessus, mais quand même, encore une fois, je leur dis comme tout à l'heure, quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous serre la main, alors aujourd'hui on ne peut plus, mais en tout cas, voilà, qui s'adresse à vous, ça donne envie ou pas, et ça peut faire la différence par rapport à un envoi de CV et pas d'échange. Même un coup de téléphone, c'est important. Si on ne peut pas se déplacer, appeler une agence, demander à parler au responsable de l'agence, se présenter, une voix avec un sourire au téléphone, et un dynamisme, ça fait la différence aussi. Donc, ça reste important. Tu travailles essentiellement sur des CV que tu as reçus ou des gens qui sont déplacés en candidature spontanée, ou est-ce que tu recherches aussi sur certains types de sites, Indeed, etc. Non, j'avoue que, alors, au début, oui, j'avoue qu'aujourd'hui, non, parce que ça vient assez spontanément. Et du coup, j'ai beaucoup de demandes de stage. J'essaye voilà, de répondre. Alors, je m'applique à répondre à tout le monde parce qu'en tant qu'ancienne RH, je trouve ça important. C'est un minimum de politesse, mais beaucoup de CV qui arrivent. Et puis après, pour les stages, là, on est en train de chercher pour une alternance pour l'année prochaine. Donc, premier tri avec des CV, oui, mais après, c'est aussi des rendez-vous, des entretiens. Et puis pour les plus seniors, enfin seniors pas dans l'âge, mais dans l'expérimentation, dans l'expérience, pardon, ça c'est aussi beaucoup le réseau, le bouche à oreille. Moi, j'ai la chance par le biais des émissions, quand je prépare une émission, je contacte plein d'agences pour trouver un bien. Et c'est aussi des rencontres, voilà. C'est de l'humain en premier lieu, quoi. C'est des rencontres, une envie de travailler ensemble entre des personnes. Ça se passe aussi beaucoup comme ça. Est-ce qu'il y a des difficultés à recruter, Sophie, ou est-ce que tu dirais que la formation correspond bien, toi, à tes attentes après terrain, puisque tu recrutes, tu me disais des BTS, tu es un alternant en immobilier, Oui. etc. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce point de vue-là? Non, je pense que au niveau là, de notre Axel, notre contrat en alternance, il est en 2e année BTS profession immobilière. On fait un point régulièrement et puis je rencontre aussi un de ses professeurs, mais on est assez raccord sur la théorie, la pratique. C'est super intéressant d'ailleurs de toujours vérifier ça parce que moi je lui apporte des choses, lui il nous en apporte aussi, mais on est assez raccord. Moi, je pense que l'alternance, après, tout le monde ne peut pas le faire et c'est compliqué, mais ça reste quand même pour ces métiers-là un atout vraiment pour trouver un emploi après, parce que quand ils ont les deux, théorie et pratique en même temps, et que le métier leur plaît, ils prennent tout ça et ça va beaucoup plus vite et ils s'enrichissent énormément et ils ont envie et ils sont prêts. Donc, ça détermine encore plus d'envie pour eux pour la suite. Mais non, moi je trouve que ça correspond bien et les thèmes abordés, et comme je disais tout à l'heure, parfois ça nous pose question aussi pour nous, ça nous oblige à nous poser sur des sujets. Axel, qui est avec nous en alternance, participe à toutes les réunions, donne son avis. Son regard, moi, m'intéresse parce que il a que 20 quelques années et il peut voir des choses différemment et c'est super. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Donc moi, je suis ravie de l'avoir dans mes équipes. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, voilà, je pense que ça a permis un petit peu d'aiguiller. Puis voilà, je pense qu'il faut surtout avoir confiance en soi, comme le disait Hélène tout à l'heure, la confiance en soi, bien se renseigner sur l'entreprise, voilà, et aller effectivement au-devant des agences
me semble également une évidence, même pour les recherches de stage. Je pense que c'est ce que vous faites aussi, Hélène et Eric, hein, concernant vos étudiants qui cherchent des stages. Voilà, de bien se renseigner, de rencontrer les personnes en direct. Oui, c'est le nerf de la guerre avec les Oui, étudiants, puisque c'est cette génération virtuelle, entre guillemets, réseau, etc. Et c'est le discours que vient de tenir Sophie, je suis tout à fait d'accord avec elle. Se oui, déplacer, ça fait la différence. On insiste que ce soit pour des recherches de stage ou pour des recherches d'alternance, puisque nous, sur l'île, on a quand même une section alternance est potentiellement très active puisqu'ils recherchent et recherchent. Et effectivement, à un moment, se déplacer, en ce moment c'est compliqué, mais téléphoner, prendre un rendez-vous, ça reste hyper important. Donc, je suis ravie que ça ait été dit aujourd'hui. Au moins, ça va porter. Hein. J'ai quelques étudiants qui sont là, oui. connectés aujourd'hui, donc ils vont l'entendre et pouvoir transmettre aussi. Ça me va bien. Super. Et pour aller plus loin, pardon, Hélène, enfin, moi je sais que j'ai recruté beaucoup de stagiaires ou d'alternants parce que pour nous, c'est aussi l'occasion de tester quelqu'un. Hein. Il n'y a rien de mieux que ça. Donc, quand le stage, notre contrat d'alternance aujourd'hui était venu en stage avant c'est parce qu'à l'issue du stage, ça s'est bien passé. Il nous a proposé l'alternance, on a dit oui. Et il va avoir son BTS, j'en suis sûre, et on proposera un contrat, bien entendu, après. Donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, Corinne, je crois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'embauches aussi issues de ces stages ou ces contrats en alternance. Donc, c'est vraiment pas négligeable, et c'est pour ça que le première venue, même pour un stage première année avec son CV, c'est quand même déjà du milieu professionnel important, c'est une première impression, et ça peut déboucher 2 ans après une vraie proposition d'emploi. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment ce qu'on leur conseille, c'est vrai que c'est la constitution de leur premier réseau. Et souvent, moi, je dis aux étudiants, n'hésitez pas à nous demander davantage de conventions. C'est vrai que lorsqu'ils sont en formation initiale, il faut profiter des vacances pour aller voilà, passer quelques jours dans une agence voilà, qui semble nous intéresser, se faire connaître. C'est sûr que le stage, en tout cas, c'est vraiment le premier réseau qu'on sollicite quand on est en recherche d'emploi. Donc, très important d'y faire bonne impression, c'est sûr. Alors, après, Hélène, comme tu avais la parole, je reviens un tout petit peu en arrière. Je vois qu'il y a un apprenant qui nous demandait quelle est la différence entre le bachelor et la licence pro. C'est de la part de Chloé, cette question. Alors, une licence professionnelle va se faire du coup à l'université. Et la Voilà, différence, elle est essentiellement là. Très oui, souvent en alternance. Donc, c'est un titre éducation nationale. Le bachelor, ce sera un titre RNCP, hein, donc un titre qui va être reconnu au niveau de la branche de l'immobilier, donc validé à un niveau bac+3. En soi, c'est la seule grosse différence. Après, il faut regarder le contenu, hein, puisque c'est vrai qu'il Alors, existe au niveau des des contenus, je veux peut-être attirer l'attention. Un bachelor, des fois, vous avez des bachelors avec des noms, des intitulés de bachelor qui vont être identiques et pour autant, les formations vont être complètement différentes, ou alors des intitulés complètement différents et le contenu est le même. Donc, je pense qu'avant de s'engager, dans tous les cas, sur des 3e années bachelor, il va bien falloir étudier le contenu des formations, bien veiller à s'être inscrit dans un cycle bachelor pour lequel, au bout des 2 années après le bac, vous validez le BTS. Il faut qu'il soit sanctionné. D'accord? Comme ça, au moins, vous vous assurez ce bac+2. Puis, le bac+3, c'est la suite. La licence professionnelle, c'est pareil. On regarde les contenus. Le tout, c'est de rentrer les dossiers et d'arriver à rentrer en formation. Après, l'évaluation, l'obtention de la licence se fait au sein même de l'établissement. Et là, pour le coup, c'est un titre éducation nationale. Ok, merci. Voilà, Chloé, j'espère que voilà, ce sera clair pour vous. Alors, pour terminer, on va aborder notre troisième thème, hein, qui est donc les tendances et l'évolution donc du secteur. Donc, bien sûr, voilà, je voulais un petit peu votre avis, mais lorsque j'ai fait des recherches, donc moi, je me suis aperçue qu'effectivement, c'était un secteur qui était très porteur, mais en même temps, un secteur qui était très concurrentiel également, avec des modalités de fonctionnement qui ont évolué. Bien entendu, des exigences de plus en plus fortes. On voit qu'il y a des services qui sont, j'ai le sentiment qu'il y a des services de plus en plus pointus, hein, qui sont demandés
par les clients. On évoquait tout à l'heure le home staging et on pourra en reparler un petit peu. Donc, je voulais avoir un petit peu votre ressenti, votre impression sur les évolutions du métier de l'immobilier. Eric, peut-être est-ce que tu peux me parler, voilà, peut-être sur ton aspect, on a évoqué tout à l'heure la transition écologique, la complexité aussi de l'environnement juridique et de la construction. Comment est-ce que tu vois l'évolution du métier? Oui, alors le bâtiment est déperditif, enfin, est un des secteurs les plus déperditifs en énergie. Donc ça, si on peut parler de l'enveloppe, c'est une des premières choses qui est touchée par les gens qui vont acheter un bien, c'est-à-dire de conforter leur isolation, de changer les menuiseries, réisoler la couverture. Donc j'essaie au travers de mes cours, de montrer les différentes possibilités qu'il y a pour effectuer ces prestations, les différentes qualités, parce que des fois, on se demande aussi pourquoi un matériau, pourquoi un autre, pourquoi de la laine de bois, pourquoi de la laine de verre. Essayer de donner des bases comme ça pour qu'ils aient aussi une petite sensibilité. Parce que c'est des questions qu'on peut leur poser quand on fait une visite. Est-ce que vous pouvez nous conseiller? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Et donc, moi, j'essaie de leur inculquer un petit peu ça. Alors, ce n'est pas facile parce que c'est des notions très techniques. Oui. Donc, on va voir de plus en plus de personnes spécialisées, j'imagine, sur le bilan énergétique, par exemple. Oui, parce que maintenant, enfin, ça Ouais. devient une obligation. D'ailleurs, l'État, je crois, d'ici 2024, va interdire les passoires énergétiques à la location en obligeant tout ce qui est en dessous de l'étiquette G, si je ne me trompe pas, à, à avoir des rénovations thermiques avant d'être reloué. Et est-ce que c'est un diplôme en particulier, Eric, ou est-ce qu'on peut faire ça à partir d'un BTS en immobilier, par exemple? Euh, alors là, je ne sais pas comment on peut rattacher, mais il y a très certainement des ponts Oui. derrière. Je ne sais pas si Hélène, tu sais, mais moi, je sais que de mon côté en architecture, j'ai des formations continues qui me permettent de rattraper des modules, enfin d'avoir c'est la FEE bâtiment qui fait ça. Donc, je peux rattraper des modules de rénovation énergétique, de BBC, des choses comme ça. Après, ça dépend ce que nous, en architecture, ce que l'on veut faire. J'en fais un petit peu, mais je ne le fais pas pousser. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir ces capacités-là en plus, mais ça doit être faisable. En tout cas, enfin, moi, je le ressens comme ça, l'évolution du bâtiment. Alors après, le métier de l'immobilier, lui, il est en mutation, on l'a vu tout à l'heure par le numérique, notamment. Beaucoup de mutations là-dedans, c'est-à-dire on peut faire des visites virtuelles, on peut aller sans se déplacer, avoir la visite complète du bâtiment, même avec les drones, passer au-dessus, voir l'état, faire des diags exceptionnels. Enfin, moi, je travaille aussi avec des géomètres qui me sortent des relevés extraordinaires avec des scans 3D où on peut faire tourner le bâtiment complètement numérisé. Donc, il y a une évolution dans le bâtiment. Pour ce qui est du bâtiment dur en lui-même, à mon avis, ça va être une part beaucoup d'écologie et de transition énergétique. Des fois, des envies d'habiter autrement aussi, d'avoir des habitats un petit peu décalés, des choses des écoquartiers qui poussent beaucoup, il y a aussi des partages transgénérationnels, donc des personnes qui veulent éviter la maison de retraite et qui font de l'habitat participatif. Enfin, il y a des modes de construction qui sont un petit peu différents et qui sont très intéressants. Ok. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y aura des parts, il y a des parts de plus en plus importantes, en tout cas pour les spécialistes du domaine énergétique et environnement, en tout cas au sein de l'immobilier. Oui. Je ne sais pas, Sophie, si vous avez de l'habitat participatif ou en gestion ou en recherche, des choses comme ça, un petit peu parallèles. Oui, c'est vrai que c'est de Il n'y en plus a pas en encore, il y en a plus. pas encore beaucoup sur Toulouse, hein. J'avais connaissance Oui. d'un là, qui se mettait en place, voilà, qui trouvait ça très intéressant, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Parce que nous, enfin, tout ce qui est béguinage, des choses comme ça sont. Alors, on est plus proche de la Belgique, on est plus proche aussi de l'Allemagne qui est très à la pointe Ouais. là-dessus. Des écoquartiers, enfin, vraiment les premiers écoquartiers pertinents en Europe, c'est en Allemagne qui sont apparus. Et ça commence à revenir. C'est dans l'autre sens, c'est d'ouest en est.
et peut-être que ça arrivera jusque chez vous. Mais Ouais. on sent en tout cas, moi, à mon niveau, je le vois même dans les appels d'offres publics, des façons d'habiter différentes qui commencent à sortir, des demandes en éco-construction et en partage transgénérationnel. Et c'est très bien. Oui, oui. Mais c'est aussi une facette, hein. Il faudra réussir à accompagner ces personnes. On peut être aussi porteur de projets dans ce sens, quand on regroupe sur l'habitat participatif, ça peut être très intéressant. Pour rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire, pour faire vraiment un parallèle avec nos étudiants actuels et notamment sur tout ce qui va être autour de la transition écologique, des écoquartiers ou en tout cas cette nouvelle manière d'habiter et donc d'acheter, de louer et d'entrevoir notre projet logement en gros. On a un étudiant qui par exemple dans son projet d'études, puisqu'il devait monter un projet de création d'entreprise, Sophie, sur l'île, ils avaient ce thème-là à travailler pendant 2 ans. Il nous a présenté la création d'une agence, entre guillemets classique, avec des négos, machin. Et l'idée, c'était d'amener un travers écologique et de devenir la référence des agents immobiliers de la région lilloise en termes d'écoquartiers, d'achat et de revente. De biens en tout cas qui sont aux dernières normes thermiques et dans des écoquartiers. Donc même au niveau, ce que j'essaie de dire, c'est que même au niveau des étudiants, ce projet, ce travers commence à être très présent. Ok, c'est bien, c'est effectivement c'est super positif, en tout cas, c'est bien. C'est eux qui font évoluer, qui vont faire évoluer. On parlait du homestaging, par exemple, tout à l'heure. Le fait, par exemple, d'avoir du homestaging virtuel, amener ses clients à se projeter, en tout cas les accompagner, c'est vraiment ancré chez nos jeunes en formation. Donc, ça va forcément faire évoluer la pratique dans les années à venir, une fois qu'ils vont rejoindre les équipes sur le terrain. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que vous souhaitiez rajouter d'autres choses, les uns ou les autres, sur l'évolution du secteur? Alors, c'est que j'avais posé une petite question là concernant la crise sanitaire. Voilà, l'évolution que ça a engendré, mais on l'a évoqué aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, avec le changement de méthode d'échange avec les clients, avec digitalisation, les visites virtuelles, etc., comme nous le disait Eric. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient être abordées? Alors, on n'a pas parlé, c'est vrai, de l'évolution du secteur avec l'ouverture à l'international. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez se dessiner puisque c'est vrai que nos étudiants, on voit qu'on leur demande des niveaux de langues étrangères de plus en plus élevés. Qu'est-ce qu'il se passe de ce côté-là pour les agences immobilières ou pour les différents métiers? Nous, sur Toulouse, on n'a pas trop d'échanges internationaux. Alors, on est bien content d'en avoir quelques-uns qui parlent couramment anglais à l'agence parce que ça, oui, c'est nécessaire. Sur Toulouse, on le sait, on a une forte population européenne ou étrangère, allemande, anglaise, qui peut arriver pour travailler dans l'aéronautique. Donc, c'est nécessaire de pouvoir parler anglais. Ça, c'est sûr, parce que même les Asiatiques, là, j'ai eu une visite avec une personne asiatique, heureusement qu'on pouvait parler anglais ensemble, sinon ça aurait été compliqué. J'ai eu il y a quelques temps, elle a changé de région, mais une personne qui parlait la langue des signes. Je peux vous assurer qu'on avait beaucoup, pratiquement tous les personnes malentendantes de Toulouse qui étaient ravies d'avoir enfin dans une agence quelqu'un qui pouvait communiquer avec eux. Ça paraissait anodin, mais c'était un vrai manque au niveau des agences. Mais après, l'international pur, non, parce que les gens vont plutôt s'adresser aux agences locales. On n'a pas d'échange, nous, avec l'international. Un peu l'Espagne, à un moment donné, parce qu'il y avait une forte mouvement important entre les Toulousains qui allaient en Espagne et il faut se passer des choses, des échanges. Mais voilà, c'est anecdotique. Non, il n'y a pas d'ouverture à l'international. Et nous, au niveau de notre réseau, pour l'instant, on est sur le territoire. On n'est même pas dans les dom-toms. On a juste les agences en Corse, c'est tout. Mais je suis sûre que ça ne serait tardé puisque ça fonctionne. Les émissions marchent aussi ailleurs, donc ça viendra à un moment donné. Donc, des territoires à conquérir encore, Sophie. Tout à fait. Ok.
Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose, Eric et Hélène? Parce que là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a traité les questions voilà, qui nous ont été posées. Anaïs nous a transmis tout ça. Il y avait juste une petite chose où on me demandait, Alexandra me demandait si les personnes qui enseignaient étaient les mêmes avec Étudis. Donc oui, c'est vrai que Étudis, c'est vrai que c'est le nom, si vous voulez, de Adonis Éducation, mais bien souvent, donc je réponds rapidement à ça, dernière parenthèse, voilà, ce sont les mêmes formateurs voilà, qui enseignent auprès de nos étudiants en présentiel qu'en enseignement à distance, hein, justement. Pour nous, c'est un point fort, voilà, c'est que les profs connaissent les difficultés de telle ou telle matière, telle ou telle notion, parce qu'ils ont des étudiants tous les jours en face d'eux, et que c'est pour cela qu'ils peuvent d'autant mieux ensuite passer les savoirs aux étudiants à distance. Donc oui, ce sont les mêmes professeurs. Voilà, c'était la petite parenthèse et je crois qu'on a répondu à toutes les questions, Anaïs. Absolument. D'accord, parfait, très bien. C'est que les infos devaient être bien complètes. Je vous laisse la parole, Eric et Hélène et Sophie, pour le petit mot de la fin. Je vais vous envoyer pendant que voilà, nos invités vous disent un petit mot. Je vous envoie un petit sondage parce qu'il serait important pour nous que l'on puisse savoir est-ce que vous êtes déjà étudiant chez nous, est-ce que vous avez des projets de formation ou est-ce que vous êtes un parent voilà, ou un professionnel voilà, qui avait eu l'invitation. Voilà, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, Anaïs vient de vous envoyer le sondage. Vous avez juste un clic à faire. Et nous serons contents voilà, d'avoir ce retour-là. Je vous remercie. Hélène, le mot de la fin? Le mot de la fin. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous faire, comment je veux dire, vous faire partager chacun à notre niveau, du coup, la passion et l'intérêt, en tout cas, qu'on porte à l'immobilier. C'est pour moi, en tout cas, des études et un parcours professionnel qui semble encore bien florissant parce que je pense que malgré les évolutions des agents immobiliers, il y en aura tout le temps. Des professionnels pour accompagner ces parcours de vie hein, dans les achats et dans les locations, il en faudra tout le temps. Donc, en tout cas, j'espère avoir répondu aux petites questions qui ont été posées ce soir. Oui, sans problème, Hélène, c'était très bien. Je te remercie beaucoup. Eric, Oui, une petite conclusion? Une petite conclusion, je dirais que il faut être curieux, voilà, surtout, et avoir une envie d'apprendre. Et le BTS se passera très bien. Les métiers sont très variés. Tout le monde peut trouver sa place. Après, il faut avoir envie. Voilà. Tout à fait. La motivation, c'est 70%. Oui, la motivation, c'est très important et je le vois. Et les stages aident à mieux appréhender au fur et à mesure des études. Et on sent les étudiants qui, au fur et à mesure, se spécialisent par eux-mêmes après avoir été en stage et comprennent aussi le cours parce que l'avantage du stage, c'est de passer aussi un petit peu de la pratique, enfin de la théorie à la pratique. Et quand ils reviennent en cours, ils ont plus la pêche et ils ont envie de réapprendre. Bien sûr, et c'est la rencontre avec l'autre, hein, de toute façon, avec la réalité du terrain. Donc, en effet, c'est ce qui est vraiment très stimulant et on voit qu'il y a une grande maturité acquise, en tout cas chez nos apprenants, ne serait-ce qu'entre la première année et la deuxième année, hein, après cette fameuse première période de stage de première année, ils sont souvent quand même transformés et encore plus motivés souvent pour la deuxième année. En effet. Merci beaucoup, Eric. Sophie, je te laisse dire un petit mot si tu souhaites conclure avec les personnes qui nous ont posé des questions, si tu souhaitais faire passer un dernier message. Non, moi je suis d'accord avec Hélène Eric. C'est un métier passionnant et c'est un métier qui, à mon avis, a encore de belles années devant lui. Il y a plein de choses à faire, et il y a plein de choses à apporter. C'est intéressant pour plein de profils, donc ça peut concerner tout le monde. Encore une fois, que ce soit en reconversion ou en apprentissage initial. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que tous les jours c'est différent. Alors c'est tout l'inverse d'un métier effectivement plan-plan derrière un bureau
bureau, mais après, il en faut pour tout le monde. Mais il ne faut pas se tromper quand on le choisit. Et je ne critique pas d'être derrière un bureau, mais il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime faire. Mais c'est vrai que c'est un métier qui, tous les jours, vous fait rencontrer des gens différents. Pour moi, je le définis vraiment comme c'est un accompagnement de projet de vie. Et c'est important parce qu'il y a toute une partie administrative, bien sûr, mais l'accompagnement de projet de vie, encore une fois, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de les aider. On peut gagner bien sa vie dans ce métier, mais quand on va en signature d'acte authentique, qu'on accompagne quelqu'un jusqu'au bout, on a des honoraires et c'est très bien, mais quand il vous regarde droit dans les yeux, qui vous remercie parce que vous l'avez vraiment fait avancer dans sa vie, ça apporte aussi beaucoup. Et ça, c'est une belle récompense. Donc, il y a plein de choses très positives dans ce métier. Tout à fait, c'est vrai que c'est des moments de vie importants, hein, souvent le premier achat, même s'il s'agit d'investissement, effectivement, et je vois à travers vos propos à tous qu'en effet, les liens qui sont tissés, en tout cas, doivent être des liens de confiance. Et voilà, c'est toujours intéressant, en tout cas, de travailler sur ce domaine de l'humain. Et en plus, c'est vrai que tout ce qui est architecture, etc., peut en effet être passionnant. Donc, je vous faites chacun tous un très beau métier. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à avoir pu avoir des réponses à vos questions, en tout cas sur ce secteur de l'immobilier. Je remercie Eric, bien sûr, Hélène et Sophie. Un grand merci également d'avoir accepté l'invitation. Après, je sais que certaines personnes n'auront peut-être pas pu rester tout le temps. Donc, vous retrouverez en tout cas l'enregistrement sur YouTube. Hein, donc, n'hésitez pas à le regarder de nouveau. Je vous dis à très bientôt également pour plus d'infos. Si vous avez besoin d'infos vraiment plus spécifiques sur le déroulement d'un BTS ou autre, n'hésitez pas à participer aux journées portes ouvertes virtuelles puisqu'on en fait également. Et allez avoir l'esprit de curiosité, comme on le disait tout à l'heure, de rechercher sur les sites, d'aller rencontrer des professionnels, comme vous le conseillez également, Sophie, pour voir si c'est vraiment dans ce secteur-là que vous souhaitez travailler. Un grand merci à tous les trois. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Et je vous dis à très bientôt. Thank you.